Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau Présence PACA Corse sur la prévention du sexisme et du harcèlement sexuel en entreprise. Alors, ce webinaire est prévu pour une durée de 30 minutes et nous essaierons de répondre à vos questions au cours des 15 dernières minutes suivantes. Alors, vous avez justement un petit onglet qui s'appelle Q&R au cours de la présentation dans le bandeau Zoom pendant lesquels voilà, vous pouvez poser vos questions. Nous y reviendrons à la fin du webinaire. Sachez également que ce webinaire est enregistré et sera disponible très prochainement sur le site internet de Présence PACA Corse. Donc justement, le réseau Présence PACA Corse est un regroupement de tous les services de santé au travail, de services de prévention et de santé au travail de la région PACA. Et ce webinaire a été particulièrement préparé par trois services de santé, l'ISMT 13, le GIMS et Santé au Travail Provence. Alors pour ma part, je m'appelle Julie Lercari, je suis conseillère en prévention des risques professionnels pour Santé au Travail Provence. Bonjour, Dorothée Test, je suis psychologue du travail au service Santé au Travail Provence, comme Julie. Bonjour, je suis Charlène Canet, je suis infirmière en santé au travail pour l'AISMT 13 sur Marseille. Et nous avions également Élise Rabillard du GIMS, psychologue, qui malheureusement est souffrante aujourd'hui, mais nous a aidé à préparer ce webinaire. Nous sommes également épaulés par Cécile Sionnet pour la partie communication du réseau Présence PACA Corse. Merci. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ben, justement, du harcèlement sexuel. De quoi parle-t-on? Comment le définir? Nous verrons ensemble également le cadre réglementaire et le rôle de chacun dans cette prise en charge, avec par exemple le rôle de l'employeur, le rôle du référent harcèlement, dans quelles conditions il faut le mettre en place, et ensuite le salarié, quels sont ses droits. Nous verrons ensuite les conséquences du harcèlement sexuel sur la santé et l'entreprise. Et enfin, nous verrons quels axes de prévention et quelles ressources disponibles nous avons pour faire face à ce phénomène. Alors, avant toute chose, on voulait vous passer une courte vidéo pour pouvoir échanger sur le sujet. Alors, n'ayez crainte, cette vidéo sera disponible également dans notre présentation en lien. Si vous n'avez pas le son, ne vous inquiétez pas, c'est également sous-titré. C'est assez rapide, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a finalisé le dossier et on n'a plus qu'à savoir ce que vous en pensez. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décompté. À chaque fois, elle rougit, j'adore. Écoutez, je note. C'est pour le compte rendu de réunion. Alors, j'espère que la plupart ont pu prendre connaissance de la vidéo parce que justement, on voulait vous poser une petite question par rapport à cette vidéo, à savoir comment qualifier cette situation. À votre avis, est-ce que cette situation fait référence à de l'humour, des blagues? Est-ce que c'est plutôt des paroles déplacées? Est-ce que c'est plutôt un agissement sexiste? Ou pour vous, c'est du harcèlement sexuel? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Ça va très vite. Donc voilà, nous avons à peu près toutes les réponses. Et pour beaucoup, il s'agit d'un agissement sexiste. Pour 55%, pour 20%, il s'agit de paroles déplacées. Et pour 25%, il s'agit de harcèlement sexuel. Donc on va voir ensemble, mais quelles sont les différences, justement, par rapport à ces différentes notions. Et nous répondrons à la question, bien évidemment, juste après. Alors avant toute chose également, on a voulu faire référence à quelques informations et statistiques. Et les idées reçues sont assez évidentes, hein. Les agresseurs sont forcément des hommes et les victimes des femmes. Alors, rassurez-vous, certaines études de la DARES font effectivement référence au fait que 10% des femmes
ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours des 12 derniers mois, mais néanmoins, 2% des hommes déclarent également avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est pas négligeable. Cette étude de la DARES date de 2019, donc comme quoi tout le monde est concerné, que l'on soit victime, témoin ou acteur. Concernant une autre étude de 2014, on fait également référence à l'auteur du harcèlement, où pour 41% des cas, il s'agit de collègues. Pour 22% des cas, il s'agit de l'employeur directement. Pour 18% des cas, il s'agit de supérieur hiérarchique et 19% tout de même, presque un cinquième des cas, il s'agit de clients, voire de personnes dans l'entourage professionnel des victimes. Donc, c'est pas négligeable et ces notions-là sont quand même à garder à l'esprit. Cette étude fait également référence au fait que un tiers des victimes ne déclarent n'en avoir parlé à personne. Donc, c'est assez significatif et nous avons peut-être un rôle à jouer également par rapport à ça. Alors, le harcèlement sexuel, de quoi s'agit-il? Agissement sexiste également. Le Code du travail est très clair là-dessus désormais. Il s'agit de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. Désormais, une pression grave, même non répétée, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle peut être également assimilable à du harcèlement sexuel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une connotation sexuelle ou sexiste, qu'elle soit répétée ou non, selon la gravité des faits, et surtout qu'il y a une atteinte à la dignité des victimes. Alors, le Code du travail, également épaulé par le Code pénal, précise également les agissements sexistes comme agissements liés au sexe d'une personne, également portant atteinte à sa dignité ou créant une situation hostile, dégradante, humiliante. Les injures sexistes, où là, on a un niveau supplémentaire dans la violence des propos, ou ça peut être une parole, un écrit adressé à la personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser, voilà, en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Le Code du travail précise également, avec le Code pénal, qu'une agression sexuelle est un contact physique commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une partie du corps dite sexuelle, une partie sensible. Alors, ça peut être en réel ou en virtuel, hein, on entend régulièrement des faits, que ce soit dans la rue, hein, mais également au niveau du travail. Ça peut être également, par exemple, le fait de reprocher à une femme de ne pas être assez féminine ou à un homme de ne pas être assez viril, l'envoi de mails vulgaires, par exemple, ou des gestes déplacés, malheureusement. Alors, en version virtuelle, les mails et les SMS peuvent justement contribuer à véhiculer des propos sexistes, pas forcément consentis par les personnes. Alors, rassurez-vous, la séduction est encore possible dans le milieu du travail. Il nous arrive d'avoir des remarques comme quoi on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Rassurez-vous, la séduction est encore possible. Ou, dans le cas d'une séduction, voilà, justement, on a des propos et comportements positifs et respectueux, où la personne est à l'écoute et attentive de l'autre et les relations sont souhaitées et réciproques. Contrairement au harcèlement sexuel, où, comme on l'a vu, le harceleur veut imposer ses choix et son pouvoir et ne tient pas compte des désirs de l'autre, où on a souvent une victime qui est mal à l'aise, humiliée, voire qui peut avoir peur. Et dans le cas d'une agression sexuelle, on l'a vu, voilà, il s'agit d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une zone dite sensible du corps. Je laisse la parole à ma collègue pour justement le cadre réglementaire et le rôle de chacun. Merci Julie. Donc, nous allons commencer avec le rôle de l'employeur. Donc, selon l'article L 1153.5 du Code du travail, il oblige l'employeur de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc, pour ça, il a une obligation de prévention et d'action en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Et des 250 salariés dans l'entreprise, il doit nommer un référent harcèlement sexuel. Parmi ses obligations, il doit communiquer auprès des salariés et tout intervenant dans l'entreprise sur la thématique du harcèlement sexuel. Donc, pour cela, par exemple, ça peut passer par de l'affichage,
soit par une sensibilisation interne à l'entreprise. Il doit mentionner dans son règlement intérieur à partir de 20 salariés les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel. Et il doit élaborer une procédure interne de signalement et de traitement de faits. Ensuite, nous avons le rôle du référent harcèlement sexuel, donc qui est obligatoire au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2019. Donc, il existe 2 types de référents harcèlement sexuel. Celui qu'on a déjà cité juste avant, donc celui qui est nommé par la direction de l'entreprise à partir de 250 salariés. Donc, ce référent est là pour aider l'employeur à mettre ses obligations en place au sein de l'entreprise. Il est conseillé par le ministère chargé du travail de l'intégrer au sein du service ressources humaines. Donc, il a pour rôle d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Son rôle n'a pas de délai de durée, c'est non défini. Le deuxième type de référent harcèlement sexuel, ça va être celui qui est désigné par le comité social et économique. Donc, depuis le 5 septembre 2018, dès qu'il existe un CSE au sein d'une entreprise, il doit parmi ses membres désigner un référent harcèlement sexuel. Et ce rôle-là va durer pendant tout le long de son mandat, c'est-à-dire pendant 4 ans. Nous allons ensuite différencier entre les 2 référents. Donc, on va commencer par les missions du référent nommé par la direction. Donc, ces missions sont définies par le Code du travail. Ça va être de réaliser des actions de sensibilisation et de formation, d'orienter les salariés vers les autorités compétentes, de mettre en œuvre des procédures internes pour favoriser le signalement et le traitement des faits, et bien sûr de réaliser les enquêtes internes en cas de signalement. Pour ce qui est du référent CSE, ces missions ne sont pas définies par le Code du travail, mais par logique, les missions vont se coordonner et s'articuler avec celles du référent désigné par la direction. S'il n'y a pas de référent, ils vont prendre en exemple celles données par le Code du travail. Dernière chose, les moyens alloués. Donc, il n'y aura aucun moyen particulier alloué pour le référent nommé par la direction. Par contre, en qualité d'élu CSE, le référent nommé par le CSE a ses heures de délégation et une formation spécifique. Dernière chose sur les référents harcèlement sexuel, il faut savoir que le référent CSE, par son statut d'élu, va avoir une protection au licenciement et à toute forme de discrimination et de sanction, ce qui n'est pas le cas pour le référent nommé par la direction. Par contre, il est conseillé à l'employeur, quand il le nomme, de mettre en place une lettre de mission afin de définir le cadre, les moyens et le statut du salarié. Ensuite, pour le salarié qui serait témoin d'un cas d'harcèlement sexuel dans l'entreprise, il faut déjà savoir qu'il y a une loi du 9 décembre 2016 qui protège ces lanceurs d'alerte. Donc, c'est-à-dire que cette loi prévoit qu'il est interdit de licencier ou d'empêcher une signature de contrat si le salarié est témoigne pour un harcèlement sexuel. Il faut savoir que leur rôle est très important parce qu'effectivement, quand une victime subit un cas d'harcèlement sexuel, ils peuvent, sous l'effet de la sidération, être incapables d'agir. Et du coup, le témoin est là pour lui venir en aide. Comment il faut qu'il agisse? Tout simplement en informant la bonne personne dans l'entreprise. Cette personne, ça peut être un supérieur hiérarchique, un membre du service aux ressources humaines ou tout simplement un des référents nommés dans l'entreprise. Ensuite, pour le salarié victime, donc en premier lieu, la chose à faire, c'est sortir du silence. Il peut aller tout simplement parler à un collègue en qui il a confiance. Ce collègue pourra l'aider à aller en parler avec une des personnes qu'on a déjà citées avant, donc soit le service RH, soit un membre du CSE, soit un référent harcèlement sexuel. Il faut également qu'il trace par écrit et qu'il envoie une lettre de signalement à sa direction.
Pour cela, on a mis un lien. Il y a des modèles de lettres qui existent sur Internet pour aider ces personnes-là. Ensuite, il faut qu'il note par écrit tous les recueils, tout ce qu'il a, les événements qu'il a subis. Donc, il note quand, où et comment ça s'est passé. Il faut également qu'il recense par écrit tous les témoignages qu'il a autour de lui dans l'entreprise. Et comme on l'a dit bien sûr auparavant, ces témoins seront protégés par la loi. Si besoin, il peut prendre conseil en externe de l'entreprise. Donc, pour ça, il y a le médecin du travail, les psychologues du travail, l'inspection du travail et certaines associations qui s'occupent de cette thématique. Et bien sûr, ça peut finir sur un signalement en justice. Donc, pour cela, il y a différents sites Internet qui existent pour accompagner les victimes dans leur démarche. Donc, vous avez la Maison de justice et du droit et Stop harcèlement sexuel, qui est un site du ministère du gouvernement. Le dernier site Internet, Souffrance et Travail, c'est un site un peu plus général. Ça peut autant conseiller l'employeur, les salariés, les victimes. Donc, c'est un peu plus de l'information générale. Nous allons passer sur les conséquences du harcèlement sexuel sur la santé des travailleurs et de l'entreprise. Donc, pour ce qui est des travailleurs, ça va déjà commencer par une perte de confiance en soi importante qui va au fur et à mesure diminuer la satisfaction d'être au travail. Il va bien sûr avoir un comportement de retrait, d'isolement dans le but d'éviter tout risque de subir à nouveau des événements d'harcèlement sexuel. Ils vont se sentir très coupables et honteux de ce qui leur arrive. Et bien sûr, ils peuvent avoir des crises de colère de l'injustice qu'ils subissent. Ensuite, ils vont se sentir très épuisés et de plus en plus fatigués parce que bien sûr, il peut y avoir des troubles du sommeil suite à ceux qui subissent dans l'entreprise et une dégradation de la santé physique, donc des douleurs et des troubles musculo-squelettiques par rapport à la pression ressentie. Et ça peut aller jusqu'au psychique, ça peut être une dépression et allant jusqu'au suicide s'il n'y a pas d'action mise en place. Pour ce qui concerne l'entreprise, donc il va avoir une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise ressentie. Ça peut créer des sources de conflits entre les salariés, une absence d'entraide entre les uns et les autres. Du coup, on peut ressentir une démotivation générale dans l'entreprise, une diminution des performances et des compétences, beaucoup de stress ressenti, que ce soit par la victime ou par les témoins dans la crainte de ce qui va suivre par la suite. Bien sûr, ça peut créer une mauvaise image de l'entreprise. Donc, les gens seront, s'il y a une mauvaise image, moins motivés à intégrer cette entreprise et un turnover et un absentéisme important dû à des arrêts maladie suite à ce qu'ils subissent. Je donne la suite à Julie. Merci Charlène. Donc, quels sont les axes de prévention à privilégier pour la prise en charge de ce harcèlement sexuel en entreprise? Alors, comme toute démarche de prévention, elle doit s'inscrire d'une part dans l'obligation de l'employeur d'évaluer les risques professionnels et d'intégrer cette évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DERP. Elle doit s'inscrire également dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux à prendre en charge dans les entreprises. Alors pour cela, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent exister, hein, la consultation du CSE justement et la mise en place d'une méthode globale justement de prise en charge et d'évaluation des risques. Ça peut passer par exemple par la constitution d'un comité de pilotage pour d'une part évaluer les risques et d'autre part dégager des axes d'amélioration selon les résultats obtenus et selon les besoins de l'entreprise. Par exemple, la prise en charge et le développement d'une conduite à tenir pour justement prendre en charge les salariés qui en seraient victimes ou qui en seraient témoins. Votre service de prévention et de santé au travail peut justement vous accompagner dans ces démarches-là
pour piloter, par exemple, un groupe de travail pour justement la prise en charge, que ce soit des risques psychosociaux ou vous accompagner dans votre obligation d'évaluation des risques professionnels dans votre entreprise. Alors, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, a développé un certain nombre d'outils pour justement prévenir le harcèlement sexuel au travail et justement a fait face à développer un certain nombre de facteurs de risque qui pourraient contribuer à l'apparition d'agissements sexistes dans les entreprises. Alors, il y a trois grands facteurs de risque. Au niveau de l'organisation et du management, par exemple, les entreprises qui ont tendance à mettre en concurrence les salariés ou les milieux très hiérarchisés ou les entreprises, les cultures d'entreprise très machistes peuvent contribuer justement aux agissements sexistes et à un climat favorable au harcèlement sexuel. Certains contextes socio-professionnels, par exemple la faible mixité dans certains métiers où il y a énormément d'hommes ou énormément de femmes, peuvent également contribuer à l'apparition d'agissements sexistes dans les entreprises. Par ailleurs, ce document de l'INRS révèle également que une certaine forme de précarité de l'emploi, notamment voilà, par rapport à ce contexte socio-démographique, peut contribuer à l'apparition d'agissements sexistes. Donc, ces facteurs de risque sont à prendre en considération hein, et peuvent constituer, par exemple, un point de vigilance particulier à avoir quand on va vouloir s'intéresser au sujet. Alors, il y a justement plusieurs axes de prévention à développer, hein. Le fait, par exemple, de faire connaître et d'afficher la politique de l'entreprise par rapport à ces notions-là. L'employeur est tenu de communiquer, par exemple, le nom et les coordonnées du référent harcèlement lorsqu'il y en a un. De diffuser la conduite à tenir lorsqu'il y en a une également, pour justement accompagner les salariés qui seraient voilà, contraints. Sensibiliser les salariés également. On a vu en tout début de présentation les différentes notions, hein, agissement sexiste, harcèlement sexuel, agression sexuelle. Tout le monde n'a pas ces notions-là en tête et tout le monde peut faire l'amalgame justement entre les différentes situations. Donc c'est important la notion de connotation sexuelle, mais également d'atteinte à la dignité. Il est important également de cultiver un climat d'entreprise serein, hein. Les entreprises sont tenues de veiller à l'égalité et d'appliquer des mesures favorables en faveur de l'égalité professionnelle homme-femme, dès lors qu'elles ont 50 salariés, et de combattre les idées reçues justement par rapport à ces notions-là. Favoriser les relations d'entraide, que ce soit dans les différents secteurs, métiers, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a plusieurs éléments à mettre en œuvre. D'une part, d'afficher et de mettre en œuvre une politique d'égalité professionnelle homme-femme, comme c'est défini par la réglementation désormais, mais également agir sur le règlement intérieur en précisant certaines dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes prévus par le Code du travail. Les conduites à tenir sont à définir en interne selon le contexte de votre entreprise, selon les différentes notions et historiques de votre entreprise. Une procédure interne peut être également définie, voilà, pour signaler des faits ou des propos et accompagner les victimes ou les témoins dans leur prise en charge. Ça peut être une boîte mail dédiée, par exemple. Ça peut être une permanence au niveau du référent harcèlement, lorsqu'il y en a un, bien évidemment. Voilà, tout est à définir selon le contexte de votre entreprise et selon la volonté, bien évidemment, de la direction de l'entreprise pour agir en faveur de la prévention du harcèlement. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques également doit permettre justement la prise en charge de ce risque comme étant un risque à part entière, un risque professionnel à part entière. Et les actions à mettre en œuvre découleraient justement de ce document unique. En ce qui concerne la sensibilisation des salariés, le fait d'informer les salariés sur ces notions-là, mais également les conduites à tenir pour la prise en charge, est également essentiel pour justement prendre en charge ce risque-là. Alors à ce titre, l'INRS a développé un certain nombre d'outils pour l'évaluation, mais également pour la sensibilisation, avec un certain nombre d'affichages possibles dans les lieux communs pour justement sensibiliser les personnes et les conduites à tenir en interne. Alors, quelles sont vos ressources disponibles? Ben, votre service de prévention et de santé au travail est là pour vous accompagner
en prévention, que ce soit en sensibilisation, que ce soit par rapport à cette notion-là, ou plus généralement sur les risques psychosociaux, ou encore plus généralement sur les risques professionnels. Ça fait partie de son rôle majeur d'accompagnement des entreprises dans cette prise en charge. Que ce soit également par rapport à l'accompagnement des organisations pour justement déployer une démarche de prévention, ou que ce soit également dans l'écoute des victimes ou des témoins. Tous les services de prévention et de santé au travail disposent désormais de psychologues, par exemple, pour justement accompagner les victimes et les témoins dans ces notions-là. Mais la prise en charge globale est à la charge de l'employeur et doit être définie au niveau de l'organisation globale de l'entreprise. L'Institut national de recherche et de sécurité et l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sont deux ressources essentielles pour ces notions-là. Et notamment, il existe un guide, un autodiagnostic pour se situer en tant qu'entreprise, prévenir le sexisme au travail, quelles sont les ressources disponibles et comment sensibiliser les salariés. Il existe un certain nombre de ressources possibles sur ces sites-là. Et enfin, le ministère du Travail également et le défenseur des droits, comme on l'a vu avec Charlène tout à l'heure, en ce qui concerne la partie réglementaire. Voilà, nous avons terminé avec la présentation. Pour en revenir avec la petite vidéo que l'on a vue au tout début et pour les personnes qui l'ont visionnée, qui ont répondu à notre sondage, donc, on était tenté de dire que c'était de l'agissement sexiste dans la vidéo. Effectivement, ça aurait été qu'une seule fois, ça aurait pu être de l'agissement sexiste, déplacé, certes, très déplacé. En revanche, vu qu'il y a une notion de répétitivité, on est bien dans une situation de harcèlement sexuel où la personne, voilà, a tendance à dire que ça arrive souvent. Donc, c'est important de sensibiliser les salariés pour justement avoir cette notion de définition et de limite à se donner à ce qui est tolérable ou non. Voilà, nous allons terminer sur cette petite présentation par 15 petites minutes de questions. Euh, Si vous avez posé peut-être vos questions dans la partie Q&R au cours de la présentation, mes collègues pourront nous en faire part. On va essayer d'y répondre. Alors, sachez tout de même que quand c'est trop juridique, il est évidemment nécessaire de consulter un service juridique compétent en la matière. Et pour les questions trop peut-être individuelles, il est peut-être nécessaire également de vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail pour avoir plus de précision. Alors, merci Julie pour cette présentation et Charlène. Donc effectivement, on a eu un certain nombre de questions, donc j'ai essayé d'en regrouper certaines. Quand c'était trop personnel par rapport à l'entreprise, trop privé, on a orienté ça on a proposé que vous contactiez votre service de santé au travail. Alors, une question qui est revenue, c'est qu'en est-il des petites entreprises il n'y a pas d'obligation de nommer un référent. Donc, qu'en est-il pour ces petites entreprises-là? Et qu'en est-il aussi dans la fonction publique? Donc, est-ce que Charlène, tu sais peut-être répondre à cette question? Alors, pour les petites entreprises, effectivement, la loi ne met aucune obligation, mais il n'y a pas d'interdiction à ce qu'ils mettent des choses en place. Donc, même s'il n'y a pas d'obligation, ça doit être quand même un risque qui doit être pris en charge. Et donc, ça peut aussi être mis en place dans les petites entreprises s'il y a une nécessité et un risque important. Pour l'assistance publique, ils ont leur réglementation à eux. Là-dessus, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher Du de leur centre de service. gestion. Je pense il faudrait se rapprocher du centre de gestion pour la fonction publique territoriale, par exemple. Il y a un centre de gestion avec un service prévention qui fait office avec des agents chargés de la mise en œuvre des démarches de prévention et les agents chargés de la fonction d'inspection pour faire appliquer, par exemple, dans les mairies, des axes de prévention nécessaires. Mais la réglementation est, je pense, un tout petit peu différente qu'on peut connaître dans le privé. Ok, alors une autre question. Est-ce que les deux référents peuvent-ils être au CSE, un qui représente le CSE et l'autre l'entreprise? Alors,
Normalement, le but étant de nommer quelqu'un de l'entreprise. Après, je pense pas qu'il y ait d'interdiction de nommer quelqu'un qui est au CSE, mais ça ferait double fonction. Je suis un peu bloquée sur cette question, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il ne fasse pas partie du CSE, quoi. Qu'il y ait bien deux référents distincts qui puissent travailler ensemble pour l'entreprise. Je te rejoins, oui, effectivement. Encore une autre question concernant l'obligation de formation. Est-ce qu'il y a une obligation de formation pour ces deux référents? Et qui paye la formation, l'employeur ou le CSE? Alors, comme je disais tout à l'heure pour la présentation, donc le référent qui est désigné par le CSE par rapport à son statut, donc il a des formations spécifiques qui sont payées par son statut et par l'entreprise. Pour le référent qui est nommé par la direction, ça doit être vu en interne avec l'employeur. Il n'y a aucun moyen à louer, donc c'est à l'employeur de décider s'il souhaite lui payer une formation. Après, comme on disait tout à l'heure, de se rapprocher des services en santé au travail parce qu'il peut y avoir des ateliers de fait pour les salariés et pour les référents qui peuvent les intéresser, mais il n'y a aucune obligation. Ok, merci. Une question sur le signalement. Est-ce que le signalement doit être écrit obligatoirement ou est-ce que oralement ça suffit? Et parce que certaines personnes disaient justement qu'il y avait des signalements, mais que les personnes ne souhaitent pas aller plus loin pour l'instant. C'est juste pour acter les choses. Voilà, donc c'est deux questions. C'est quand on fait un signalement pour acter les choses, est-ce que le référent a pour obligation de prendre en main ça? Il y a tout intérêt à le mettre par écrit, le signalement. D'une part, ça laisse une trace écrite du moment où il a été fait le signalement. Et d'autre part, ça peut constituer une preuve si l'action doit être menée en justice à un moment donné. Donc, il y a tout intérêt à mettre un signalement par écrit. Et justement, Charlène a défini et a proposé des modèles qui existent de documents pour justement signaler à l'employeur en précisant un certain nombre de contextes, de moments d'intervention, de durée, etc., de la personne concernée. Il y a tout intérêt pour la victime de signaler cette situation par écrit. Voilà, mais c'est une question qui revient souvent parce que les victimes, elles en parlent, mais elles n'ont pas forcément envie que ça aille plus loin. En parler, c'est Référent, qu'est-ce nécessaire, qu'elle en ça fait de peut ça? justement aider la personne. Néanmoins, signaler un fait de harcèlement sexuel par écrit est essentiel. Et je pense que ça va être le rôle du référent harcèlement sexuel, c'est d'être là pour encadrer cette démarche-là et accompagner la victime dans la bonne démarche au sein de l'entreprise et être là pour la victime. Tout à fait, de le faire progressivement. Bien sûr. D'accord, je te remercie. Et il y a une autre question. Je suis référent harcèlement sexuel, mais j'ai souvent des gens qui se rapprochent de moi pour des faits de harcèlement moral. Qu'est-ce que je fais? C'est à peu près la même démarche, j'ai envie de dire. Après, c'est pas les mêmes connotations, mais le harcèlement moral est également défini par le Code du travail et l'employeur a les mêmes obligations, que ce soit pour le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, en fait. Il existe Je ne sais pas aussi si je réponds à la question, mais en tout cas, peut-être elle se sent pas dans son rôle, la personne, si elle est référent harcèlement sexuel et que finalement elle a des plaintes de harcèlement moral, la prise en charge doit être également euh, voilà, possible dans l'entreprise et l'employeur doit également veiller à la prévention du harcèlement moral dans l'entreprise, tout comme la prévention des risques psychosociaux ou la prévention des risques professionnels de façon générale. Ok. Je regarde. Alors là, j'ai beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Donc c'est difficile pour moi de les regrouper. Là, j'ai la question suivante. J'avais la notion d'obligation pour les plus de 11 salariés dans l'entreprise avec un CSE. Est-ce que cela a changé? J'arrive pas à comprendre la question.
c'est qu'il y a une obligation d'un CSE à partir de 11 salariés. Donc, oui, à partir de 11 salariés, il y a un C'est CSE et ça. donc il y a le Ça n'a pas référent changé. CSE C'est ça. désigné. Mm. Ok. Euh, pour la question de la fonction publique, ça concernait la fonction publique territoriale, me dit la personne. C'est bien ça, il faut se rapprocher de votre centre de gestion, en fait, qui dispose d'un service prévention et eux pourront vous accompagner, je pense, par rapport à ces notions-là. En tout cas, c'est leur rôle. Ok. Là, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez des exemples d'actions de prévention, des exemples de sensibilisation manager ou bien encore des actions correctrices des situations identifiées ou des sensibilisations? Alors, par rapport aux sensibilisations, chaque service de prévention et de santé au travail a développé peut-être certains outils. Pour notre part, on fait par exemple des ateliers chez nous pour justement sensibiliser les personnes à ces notions-là et pour que les personnes puissent avoir, voilà, puissent faire un certain relais dans leur entreprise sur ces questions-là. Ok. Ok. Une autre question. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un référent de sexe masculin et un référent de sexe féminin? Il n'y a pas Non. d'obligation, on est bien d'accord. Euh, alors, j'ai une longue question. Comment aider les... Alors, attendez, voilà, ça a bougé. Comment aider les présumées victimes à formuler leur demande d'aide? Il y a parfois des gestes et des commentaires subtils qui ne sont pas tout de suite perçus comme du harcèlement ou des agissements sexistes. C'est parfois difficile de communiquer pour demander un changement aux personnes concernées. Donc, c'est plus un commentaire, je pense, qu'une question. Mm. C'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de la sensibilisation du personnel, hein. C'est aussi pour que tout le monde puisse entendre les définitions de ces notions-là, hein. On a vu le harcèlement sexuel, les agissements, les injures, les agressions. Voilà, c'est des notions bien différentes et surtout bien définies par le Code du travail désormais. Et des fois, on peut faire peut-être un peu l'amalgame, on peut ne pas comprendre vraiment les détails et les subtilités de chaque notion. Et c'est tout l'intérêt et l'enjeu de la sensibilisation des salariés par rapport à ces notions-là, hein. Donc, je pense que peut-être le fait de sensibiliser les salariés va permettre de libérer la parole et aussi permettre à des personnes qui auraient des propos un peu déplacés de prendre conscience des dégâts qu'ils pourraient faire. Ok, très bien. Encore une question pour le référent nommé par la direction. Est-ce normal que ce soit un référent en tant que référente? Pardon. Non, pour le référent nommé par la direction, est-ce normal que ce soit une RH en tant que référente? Peut-on s'opposer ou avoir notre mot à dire pour pour la désignation de cette personne? Alors, c'est pas forcément quelqu'un du service ressources humaines, hein. C'est c'est alors excusez-moi que je reviens sur le banc. C'est le ministère chargé du travail qui conseille de rattacher ces personnes au service RH, mais c'est pas obligé que ce soit une personne RH. C'est juste que pour les salariés, selon qu'ils aient le bon endroit où aller si ça leur arrive. Mais après, il n'y a pas d'obligation. C'est juste une recommandation qui a été faite. Faut savoir que dès lors s'il y a un référent harcèlement nommé par la direction, c'est dès lors qu'il y a 250 salariés. Ça veut dire qu'il y a déjà un référent nommé par le CSE. Voilà, il faut prendre conscience de ça. Et l'intérêt d'avoir un référent nommé par la direction, c'est qu'il soit, voilà, en pouvoir aussi de peut-être mener des enquêtes et qu'il ait des moyens, voilà, disposés visiblement par la direction pour justement mettre en œuvre ces missions. Bien, une autre question. La médecine du travail peut-elle faire un signalement? Elle est revenue plusieurs fois, cette question. Non, c'est pas son rôle. Ça peut être signalé à la médecine du travail. Ça peut être signalé à la médecine du travail, bien évidemment. La médecine du travail peut alerter, Peut alerter. mais elle ne fait pas de signalement. Le signalement, c'est défini également par un peu par la réglementation, du moins, c'est vraiment à l'initiative du salarié et des témoins. En tout cas, le rôle du médecin du travail est bien évidemment d'accompagner les entreprises dans la prise en charge des risques professionnels et notamment par rapport à la prévention du harcèlement sexuel, mais ça sera de façon anonyme.
voilà, et par rapport au respect du secret professionnel, par exemple, et du secret médical. Alors, il y a encore d'autres questions. Euh, alors, je remonte parce que je pense que j'en ai oublié quelques-unes. Voilà, il nous reste cinq petites minutes. Ne vous inquiétez pas si on ne répond pas à toutes vos questions. Voilà, on va essayer d'y répondre par écrit par la suite. En revanche, voilà, je vous invite à contacter votre service de prévention et de santé au travail pour avoir plus de détails et peut-être pour être accompagné de façon plus individuelle par rapport au contexte de votre entreprise et aux cas que vous pouvez avoir sur le terrain. En tout cas, voilà, l'intérêt, c'est de ne pas rester seul, de pouvoir justement avoir les ressources nécessaires et disponibles à disposition et pour pouvoir agir en prévention, bien évidemment. Il faut savoir qu'en fonction de la situation, on ne va pas agir de la même façon. Donc, c'est Exactement. pour ça que des fois, c'est important de faire au cas par cas. J'ai une question un petit peu aussi différente dans le cas d'un centre d'apprentissage. Oui. Au-dessus d'un certain nombre d'heures, il y a un représentant des stagiaires qui est élu. Est-ce qu'il doit y avoir un référent harcèlement? Un centre d'apprentissage, un représentant des stagiaires. Je comprends pas trop. Je pense que c'est Non, je deux ne choses comprends pas trop la différentes, hein. question. Surtout qu'à partir d'un certain nombre d'heures, donc peut-être que si cette personne peut préciser sa question, Les apprentis sont des salariés, hein. donc ça rentre dans le même cadre. Voilà, ça rentre dans le même cadre. Après, justement, nous sommes intervenus auprès du centre d'apprentissage pour justement accompagner les jeunes apprentis, notamment dans les filières esthétiques, qui pouvaient être voilà, sujettes à des situations de harcèlement sexuel de la part dans leur situation professionnelle. Et on les a accompagnés pour les sensibiliser et justement développer avec elles parce que c'est majoritairement des jeunes femmes, pour développer avec elles des conduites à tenir pour justement faire face à ces situations. Les apprentis, voilà, sont des salariés et sont à ce titre-là peuvent être soumis justement aux mêmes obligations que les autres salariés, aux mêmes droits, bien évidemment. J'ai encore le temps pour une ou deux questions. Euh, 2 petites minutes. Comment définir précisément la limite juridique et légale pour pouvoir parler d'actes sexistes? Alors, on l'a défini en début de présentation et on a mis les références au Code du travail. Donc, je ne sais pas si ça fait référence à ça, hein, pour définir justement chaque notion. En tout cas, donc vous l'aurez en présentation et en replay si vous n'avez pas eu le temps de noter. Ça sera disponible sur le site Présence PACA Corse très prochainement, en fait, hein. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je sais pas. Euh, une autre personne qui demande si c'est possible de l'aider à mettre en place des actions concrètes lorsqu'il y a eu un signalement. Est-ce qu'il y a une conduite à tenir? Est-ce que le règlement intérieur Voilà. définit voilà, une orientation, une politique de l'entreprise en faveur de la prévention du harcèlement sexuel? Est-ce qu'il y a de l'affichage? Est-ce qu'il y a une sensibilisation des salariés qui sont prévues? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Est-ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels a été mis à jour récemment et est-ce qu'il inclut ces notions-là? Voilà, c'est quelques axes à développer selon le contexte de votre entreprise, bien évidemment. Bon, je pense qu'on peut pas répondre à toutes les questions. À mon avis, j'ai fait quand même grandement le tour. Pour celles auxquelles on n'a pas répondu, ben, effectivement, on va vous proposer de vous rapprocher de votre service santé au travail. On vous enverra un petit message. Merci en tout cas pour votre participation, pour vos réactions. On espère voilà, avoir suffisamment répondu à vos interrogations. En tout cas, voilà, sachez que cette présentation sera disponible très prochainement avec le replay de ce webinaire sur le site Présence PACA Corse. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.